À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes, Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlé pour l'écho, Eva Rock avec ses chips devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Alors bien sûr, on pourrait consacrer l'intégralité de ce kiosque aux réactions à l'intervention présidentielle d'hier. Marion Calais nous dira dans un instant que la presse régionale en fait ses choux gras ce matin. On retiendra peut-être simplement ce commentaire d'aujourd'hui en France. Et Hollande évoqua à peine le chômage, 3 petits points. Ou encore cette analyse signée de l'opinion. François Hollande sculpte sa statue de commandeur 2017 dans le viseur. Mais c'est Le Monde qui préoccupe surtout vos journaux ce matin. Libération consacre sa une à l'État islamique avec ce titre « Répondre à l'horreur ». Faut-il envoyer des troupes au sol ? Faut-il s'appuyer sur les pays arabes ? Faut-il creuser les dissensions entre djihadistes ? L'Occident cherche la riposte. Direct Matin se demande si la veuve de Koulibaly, Hayat Boumediene, qui est depuis les attentats la femme la plus recherchée de France, n'apparaîtrait pas sur une vidéo mise en ligne en début de semaine par Daesh. Ukraine, Hollande et Merkel en médiateur, c'est un des gros titres de La Croix ce matin, sujet qui fait également la une du Figaro. L'Humanité titre sur la BCE, la Banque Centrale Européenne, qui déclare la guerre au peuple grec. À propos de la Grèce, je vous recommande le dessin de Plantu en une du Monde. On y voit un Tsipras qui déclame du Platon « L'homme est un aveugle qui va dans le droit chemin ». Face à lui, 3 fonctionnaires austères, un du FMI, un du Conseil européen et un de la BCE. Et ils lui répondent « Bon, oui, bref, mais tu rembourses quand ?» À la une des régions, Marion Calais, quelles sont les unes les plus marquantes dans la presse quotidienne régionale ce matin ? Alors, vous l'avez dit, il y a beaucoup de unes consacrées à la conférence de presse de François Hollande, à l'après-conférence de presse. Je ne vais pas toutes les citer, au moins quelques-unes. 11h à Paris, 16h30 à Kiev. Lui, président, titre La Provence. C'est l'esprit de janvier pour la montagne. La montagne qui met à la une cette température glaçante et glaciale. Moins 24 degrés 4 hier dans le Puy-de-Dôme. Cela dit, ce dont il est surtout question ce matin, c'est de neige avec les vacances de la zone A qui commencent aujourd'hui. Les stations blanches de neige et noires de monde. De l'Aubrac aux Pyrénées, les stations ont le sourire d'après Midi Libre. Enfin, des agents obligés de revenir le samedi au travail. Affluence à la CPAM du Vaucluse. Entre grève des médecins et pic de l'épidémie de grippe, il y a 5000 dossiers à traiter chaque jour, écrit Vaucluse Matin. Oui. Votre histoire préférée ce matin, c'est celle d'une sorte de Cruchot breton. Souvenez de Ludovic Cruchot, gendarme à Saint-Tropez. Un gendarme donc que nous présente Ouest France. Oui, un homme apparemment très attaché à son uniforme. Tellement attaché d'ailleurs qu'il le porte même sans avoir le droit, parce que cet homme, il a été radié de la gendarmerie et c'est quand même avec ses galons et autres insignes qu'il interpelle, figurez-vous, des automobilistes. Comme à Ilion, près de Saint-Brieuc, en uniforme, il demande ses papiers à un automobiliste qui vient de lui faire un tête-à-queue. Le conducteur, évidemment, de bonne foi, lui remet ses papiers. Et là, le pire, c'est que le faux gendarme lui conseille de se présenter à la gendarmerie de Saint-Brieuc. Parce que le conducteur fait, évidemment, mais ça alerte les vrais gendarmes qui l'ont arrêté hier, découvrant ainsi que l'homme est un récidiviste. Il a déjà été condamné à Paris pour des faits similaires. Eh bien, il sera de nouveau jugé. Ce sera le 7 avril prochain à Saint-Brieuc. Et c'est donc à lire dans Ouest France ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, vous nous emmenez en Grande-Bretagne avec une tempête, encore une tempête du côté de Buckingham Palace. Oui, c'est la sortie d'un livre qui crée le tumulte, une biographie consacrée au prince Charles, biographie non autorisée, intitulée Le cœur d'un roi, écrit par une journaliste américaine, ex-correspondante basée à Londres. Le Times et le Sunday Times ont publié les bonnes feuilles, comme on dit. Et le prince Charles y apparaît comme un futur roi, pas franchement enthousiaste à l'idée de monter sur le trône. Un mélange de manque de confiance et surtout d'envie de continuer les combats qui lui tiennent à cœur. La défense de la planète, les médecines douces, le bio, il en parle assez souvent. Autant de convictions, de sujets intéressants certes, mais pas compatibles avec la réserve, la distance imposée à un roi qui doit savoir rester à sa place. Un portrait donc en demi-teinte, dixit la BBC et plusieurs médias, et puis surtout une flopée de réactions depuis quelques jours, dont celle du secrétariat particulier de Charles qui tient à éteindre tout de suite le début d'incendie. Peu de gens sont mieux placés que le prince pour connaître dans le détail le rôle d'un roi et ses limites, et quand Charles montera sur le trône, il le fera en s'inspirant de l'exemple de sa mère. Donc il sourira plus jamais. C'est en substance la mise au point de la famille royale où l'on dit bien officiellement, Thomas, ne vous moquez pas, que la reine-mère, 88 ans, a toute confiance en son rejeton de fils, 66 ans.
sur le thème « Un souverain, ça règne, mais ça ne gouverne pas ». En tout cas, le débat continue à Londres. Certains éditorialistes disent qu'après tout, on peut aussi avoir des combats et des passions quand on est un roi. Il en a eu des passions, le prince Charles, vous voyez ce que je veux dire. Ne soyez pas moqueur ce matin. Et c'est vrai que pourquoi on ne lui demanderait pas son avis comme on le fait avec un joueur de football, une star de cinéma ou une chanteuse. Alors pas plus, pas moins non plus. Il y a cette relation quand même particulière qu'on a du mal à comprendre, nous Français, nous Européens, entre les Anglais et leur famille royale. On dira que c'est quand même exotique. Et so british. Oh, c'est joli. C'est du Jean-Philippe Ballas qui a donc lu la presse britannique pour nous. À la une de l'Écho, Axel de Tarlé a eu un nouvel ami, Axel de Tarlé. C'est Philippe Martinez, à peine élu à la tête de la CGT et qui plaide pour les 32 heures. C'est à lire sur le site de challenge.fr. Ça va, Axel, vous tenez le coup ? Philippe Martinez, c'est le nouveau leader de la CGT. J'ai là sa photo. Donc vous voyez, il a de belles moustaches bien fournies. C'est un ancien ouvrier de Boulogne-Billancourt. Et effectivement, hier, pour sa première intervention, il a dit qu'il fallait réduire le travail, passer aux 32 heures, avec l'explication suivante. Il a dit « Il y a besoin, je cite sa phrase, que les salariés qui ont trop de travail puissent laisser un peu de temps à ceux qui n'ont pas d'emploi. » Écoutez, c'était exactement l'argument des 35 heures, cette idée qu'il fallait que le travail était un gâteau fini et qu'il fallait se partager donc ce temps de travail. Voilà. Sauf que les 35 heures, c'est plus une idée défendue aujourd'hui, même plus par les socialistes d'ailleurs. Oui, alors effectivement, le 35 heures, figurez-vous qu'on vient de fêter, c'était lundi dernier, les 15 ans des 35 heures, et vous avez remarqué, l'anniversaire était très discret, pas un mot gouvernement. Pas comme Europe 1. Voilà, alors... Pas comme les 60 ans. Voilà, alors en fait, c'est vrai que le gouvernement aujourd'hui ne parle plus que de compétitivité, de baisse de charges, de coût de la main-d'œuvre, de coût du travail. Et du coup, ça risque d'y avoir de la friture un peu avec Philippe Martinez, parce qu'il a une autre idée. Il dit qu'il faut augmenter les salaires. Donc vous voyez, c'est le contraire de ce que veut le gouvernement, qui dit attention, il faut justement contenir le coût de la main-d'œuvre. Il pourrait y avoir quand même un peu de friture avec Philippe Martinez, parce qu'il est adepte des méthodes musclées. En tout cas, il donne le ton là, avec une il donne le ton comme ça, et il donne la méthode, parce que il a soutenu l'action des camarades syndiqués d'EDF dans le Doubs qui, vous savez, la semaine dernière, ont coupé le courant de Manuel Valls en plein meeting. Il a dit que c'était légitime. Donc attention, il pourrait donner du fil à retordre au gouvernement, ce Philippe Martinez. Donc à lire sur le site de challenge.fr. Ce soir, TF1 fête ses 40 ans. 40 ans d'émotions partagées, c'est à 20h55 et c'est ce que nous recommande Eva Rock ce matin. Oui, c'est encore un anniversaire. 60 ans pour Europe 1 et 40 ans pour TF1, qui est né en fait le 1er janvier 1975, après le démantèlement de l'ORTF. Et ce soir, vous allez revoir toutes les émissions cultes grâce à une soirée événement présentée par Gilles Boulot et Christophe de Chavannes. Et évidemment, on va jouer. Vous allez essayer de me trouver les émissions à partir des génériques. Marion, on commence avec vous. Oui, je sais. Ah oui. Coucou, c'est nous. Non, oui, c'est Seulement mardi. Exactement, Seulement mardi, puisque Christophe de Chavannes a lancé le talk show en 1988 et après en 92, c'était la suite avec Coucou, c'est nous. Julie, on continue avec vous ? Yes. Allez. C'est oui, Stéphane Collaro. Exactement. Cocorico Cowboy, c'est difficile à dire. Cowboy, voilà. Ça a été diffusé pendant 3 ans. C'était un délire avec la bande de Stéphane Collaro. C'était entre 1984 et 1987 avec les fameuses Coco Girls. Jean-Philippe, c'est une émission culte. Vous la connaissez, c'est sûr. En revanche, le générique. C'est une émission de débat. C'est droit de réponse. Bravo Thomas. Effluve de cigarettes et verre de whisky entre 1981 et 1987, exactement. Alors Axel, c'est une petite révolution. Ça arrive en 2001. Ne dites pas Thomas. Salut les loups. Il va pas connaître ça, Axel, il va pas connaître. Présenté par un animateur d'Europe 1. Oui, mais je suis nul. C'est Nico. Sport Academy. Pourquoi pas Eco Academy, on sait pas en Il est fou. C'était la Starac. 12 millions de téléspectateurs pour la finale, la première finale en 2001. Thomas, on finit avec vous. C'était aussi en prime time, mais on change l'univers. Ça sonne un peu Michel Drucker, ça, non ? Presque. C'était entre 1985 et 1986. Ça n'a duré que 2 ans. Tu parles. Patrick Sabatier. Et l'émission, d'après vous ? C'est le... Quand ils donnent des cadeaux, là, non ? Non, c'est les copains de classe. La photo de classe, là. Le jeu de la vérité. Le jeu de la vérité. Ça a duré que 2 ans. Et oui, ça a duré que 2 ans. Formidable avec Coluche. On est dans le studio Coluche ce matin ici. Je ne pouvais pas résister à ça. Je tiens tout de suite à rassurer les téléspectateurs. Il y en a pour 1h30, mais ils pourront aller pisser. Il y a des chanteurs. Première question. 787 22 22. Bonsoir madame, c'est à vous. Bonsoir Coluche. Oui. Je suis Daniel Fresneau de Vissou. Je suis secrétaire. Stop. Joker.
Voilà. Et vous allez revivre évidemment tous ces grands moments. Et c'est ce soir, c'est 40 ans d'émotions partagées. Et le jeu de la vérité qui a quasiment tué la carrière de Chantal Goya. Hein. Ça, Oui, c'était oui, mal- oui. c'était Et vous mal la passé verrez pour elle. également Oh, aussi bah, la séquence ce soir. Elle est toujours au Palais des Congrès, hein, je vous signale. Oui, mais il y a un petit peu moins de monde. Allez, rideau sur le kiosque. Europe